bienvenue dans l'heure sup. Salut Marine. Salut Arnaud. Bonjour Laurent. Hello. Alors voilà, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais nous sommes chez Laurent Picciotto. Avec ce petit hello, je pense que c'était un peu dur. Mais Ou pas si simple. ouais. Ou alors vraiment un expert. On est dans le temple de Laurent Picciotto parce que, si on peut dire, on est dans son bureau. Et je pense qu'il faut le décrire un petit peu, son bureau. Qui décrit le bureau? Bah, ce n'est que 35 ans d'archivage. Donc c'est déjà... normal qu'il y ait beaucoup d'objets. Déjà, c'est une cave. Oui. C'est en sous-sol. Donc moi, j'appelle plutôt ça une Batcave ou une man cave. Ouais. Comme tu veux. Et c'est une cave d'ailleurs où, comme la notion de temps justement disparaît, où beaucoup de monde est passé, où il s'est passé beaucoup de choses. Et assez curieusement, beaucoup se sont confiés bien plus loin qu'ils auraient imaginé. Mais t'as ce côté souterrain qui doit comme ça donner un sentiment de... Puis, alors bon, on va le décrire. Hein. Globalement, on est derrière un bureau noir. Laurent est assis derrière son bureau dans sa belle chaise. Il est dos au mur et nous, on est face au mur. Et au mur, il y a absolument tout ce qu'on peut trouver, des prospectus, des coupures de journaux, des affiches de très vieux films, des photographies. On est entouré de guitares également. Voilà, en fait, on peut un peu jouer à Usual Suspect avec ce qu'il y a derrière. Et il y a le métro qui vient de passer et qui vient de faire trembler les murs. Non, vraiment, là, on est dans un univers... complètement à part. Ouais, complètement à part. Alors, c'est vrai qu'on a envie de se confier chez toi ? Bah, la notion de temps, elle échappe dans une cave. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui sont passées là pour différents sujets, que ce soit des projets, la naissance de certaines marques, etc. Ou des deals avec tel président de telle ou telle marque. Et souvent, en sortant, ils m'ont dit je t'ai dit des trucs que j'ai jamais racontés. Et je pense que, en tout cas, le lieu, en partie, s'y prête. Et peut-être la personne aussi. Ça, on va voir. Mais alors, qui est Laurent Picciotto ? On va dire un marchand de jouets, mais plutôt de jouets horlogers. Pour grands enfants. De très beaux jouets. Ouais, tant qu'à faire. Et donc j'ouvre Chronopassion en 1988 sur le postulat de base qui est des souvenirs déjà de mes premières visites dans une boutique de montres quand j'avais 11 ans. Place Vendôme, au premier étage de chez Chaumet, il y a une boutique à l'époque qui s'appelle Les Temporels et qui est un multimarque un peu particulier. Qui propose évidemment Breguet et Chaumet, qui faisaient quelques pièces également. Mais à l'époque, Breguet appartient à Chaumet. Et pas mal d'autres marques. Donc ils ont un multimarque, ce qui est assez amusant dans la démarche, dont Audemars Piguet. Et mon père à l'époque vient voir la Royal Oak en 72. Mais dans une ambiance, je dirais, plutôt difficile. C'est-à-dire, on est jaugé, les gars sont quasiment en smoking, ils chuchotent, on est dans une ambiance surannée. Mais c'est à peu près... c'est presque le déclencheur pour moi, non pas d'ouvrir une boutique parce que j'ai 11 ans, mais de me dire que pour vendre des objets aussi cool, c'est vraiment une ambiance minable. Donc, ouais, c'est tout ce que tu ne voulais pas reproduire, l'ambiance. C'est terrible. Et donc ton père était passionné d'horlogerie, j'imagine, pour connaître... Il aimait bien ça. Et donc on regarde cette Royal Oak à l'époque, qui est avec une double signature Audemars Chaumet. Et il dit, bon... C'est super. Bon, à l'époque, on est en 71, 72, non 72. Et bon, il n'est pas question que je parle dans cette boutique puisque ça s'y prête pas, que je demande à mon père d'essayer la montre, etc. Enfin, on est dans une autre époque. Et puis il dit, bon, on va réfléchir parce que c'est une valeur importante, mais c'est vraiment intéressant, etc. Et on est retourné en 74. Et là, il l'a acheté. Et dans le même magasin. Dans le même magasin. Et ce qui est assez amusant, c'est que, et c'est d'ailleurs un indice,
c'est qu'en 72, ils nous proposent donc une série A. Et en 74, c'est toujours une série A. C'est-à-dire que le début de la Royal Oak, ça se bouscule quand même pas. Bon, je sais évidemment pas que par la suite, je vais vendre énormément de Royal Oak, que j'ouvrirai une boutique Audemars, etc. Mais bon, là, on va un peu vite. Donc, toujours est-il que, après avoir fait différents métiers, je me remémore un peu ça. Je me remémore aussi avec mon père des visites rue du Rhône à Genève, où on pose des questions à des tas de... dans énormément de boutiques. Et quand on pose des questions sur les montres, à l'époque en tout cas, on n'a pas de réponse satisfaisante. Pour une raison d'ailleurs... Techniquement, c'est ça Techniquement, ouais. Mais pour des raisons finalement que je découvrirai par la suite, enfin au moment où je commence à penser à ouvrir une boutique de montres, de l'ouvrir finalement par défaut de ce qui se passe sur le marché à l'époque. C'est-à-dire, si on considère dans ces années-là... la plupart les montres se vendent chez des horlogers bijoutiers. Sauf que la majorité, voire la totalité des bijoutiers ou des joailliers vendent des montres par tradition. C'est les us et coutumes. Au même titre qu'ils vendent de l'orfèvrerie, la timbale pour la communion du petit, etc. Et en fait, c'est pas leur vocation de départ. Au départ, eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre des bijoux. Ils sont tous gémologues, la plupart, etc. Mais il n'y a pas d'horloger. Enfin, c'est vraiment rarissime. Et en réalité, donc, par us et coutumes, ils font de l'horlogerie. Et ils disent d'ailleurs tous à l'époque, en fait, ça ne nous intéresse pas. Parce que d'abord, par rapport à un bijou, ça ne marche jamais. Ça tombe en panne. C'est vrai que le SAV sur une bague ou sur un bracelet, il est assez limité. Donc du coup... Ils le font presque par obligation. Ouais. Il y en a certains, évidemment, que ça amuse, que ça intéresse. Mais une grande majorité d'entre eux, c'est pas vraiment la priorité de leur vocation. Et moi, à un moment, pour différentes raisons, je me dis d'abord, ce serait intéressant d'ouvrir une boutique qui fasse que des montres, à une époque où ça se fait pas. Aujourd'hui, c'est plus commun. Parce que du coup, au niveau détaillant, il y en avait... Non, au niveau des détaillants... Mais multimarques, il y en avait... Il y avait des multimarques, mais qui étaient vraiment bijoux et montres. D'accord. Il n'y avait pas de boutique qui ne proposait que des montres. De la même façon qu'il y avait quasiment pas, à l'exception de Cartier et quelques autres, mais très peu, de boutiques monomarques. Mais même Cartier à l'époque, je veux dire, vend aussi pléthore de bijoux bien sûr. à côté de l'horlogerie. Donc, mon idée, elle part d'un postulat très simple. C'est de dire, j'aimerais ouvrir finalement la boutique qu'on aurait aimé trouver avec mon père. Donc, d'avoir une boutique qui se consacre uniquement aux montres. Non pas que j'aime pas les bijoux, mais c'est deux sujets qui sont suffisamment différents pour ne pas échapper à des carences sur un sujet ou sur l'autre. C'est-à-dire que quand le marché a commencé à détourner les vitrines des horlogers bijoutiers traditionnels et qu'ils sont passés de 80% dans les années 2000 de chiffre d'affaires sur les bijoux à 80% d'horlogerie, ils se sont retrouvés aussi désarmés que si moi demain je devais vendre des bijoux, parce qu'une fois que j'ai dit ça fait tant de carats, c'est telle qualité et vraiment ça vous va super bien, je crois que je suis un peu au taquet. Alors qu'en réalité, sur une montre, je peux parler toute la journée, une ou plusieurs. Donc, l'idée c'était de dire je vais faire que des montres. La marque ou les marques n'est pas la priorité prépondérante. Je vais faire une sélection qui sera une sélection, non pas une volonté d'avoir une sélection différente de tout le monde, parce que là encore, je fais une parenthèse, c'est que la grande majorité des horlogers à travers le monde proposent plus ou moins les mêmes marques. J'ai un peu plus la main chez Richemont, où je suis un peu plus côté Swatch Group, j'ai Rolex ou pas au milieu. Parce qu'on va aussi chercher une forme de simplicité, on essaye de faire une petite sélection de marques qui se vendent bien. Je dirais pas ça. Je dirais plutôt que la volonté légitime d'un détaillant traditionnel, sans que ce soit péjoratif, c'est d'avoir les marques qu'on lui demande. Donc d'avoir des marques qui ont déjà une notoriété lourde, une puissance de feu mondiale,
et qui sont bien ancrés justement en tant que marque. Tu penses que c'est vraiment ça ? Justement, tu penses pas que on va chez un détaillant pour de temps en temps se faire un peu surprendre ? Mais je pense historiquement, non. Avant nous, non. Ah oui. Depuis nous, oui. Mais chez nous. C'est-à-dire que, comme mon postulat, c'était pas les marques institutionnelles, on va dire, que tout le monde connaît. On a eu beaucoup de marques institutionnelles, beaucoup plus qu'aujourd'hui d'ailleurs. Mais dès le départ, j'étais avec un œil très ouvert sur ce qu'on appelle aujourd'hui les indépendants, mais ce qui a été également ce qu'on peut considérer aussi comme des challengers, parce que les indépendants d'il y a 35 ans, c'est un peu différent d'aujourd'hui. Certains, la plupart étaient déjà dans le métier, mais n'avaient pas encore lancé leur marque. Donc, pour schématiser quand même la fin du truc, c'est de dire, OK, on va faire que des montres, on va proposer tout ce qui, d'une certaine façon, le cahier des charges, c'est toujours de dire, si ça amène quelque chose au sujet, on y va. Si c'est simplement le fait que c'est une marque à puissance de feu très importante, mais que je trouve pas que ça amène quelque chose au sujet, j'y vais pas. Ce qui nous a fait, et on y reviendra, démarrer énormément d'aventures, avec des marques qui sont devenues, pour certaines, quasiment institutionnelles, et que du coup, on a abandonné. Et d'autres qui, aujourd'hui, ont la lumière, on y reviendra, que ce soit MBNF, Urwerk, Ressence, Moser, et j'en passe. Et puis surtout, d'avoir une attitude qui ne soit pas du tout l'attitude Queue-de-Pie de la place Vendôme. C'est-à-dire, alors, il ne s'agit pas de taper sur l'épaule de toutes les personnes qui rentrent, mais d'être plutôt là d'abord pour échanger sur un sujet qui nous intéresse de façon commune. Mais comment t'en es venu à ouvrir une boutique ? Parce que même si je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourraient vouloir ouvrir une boutique de montres, encore faut-il avoir une forme je dirais pas de formation, bon, je pense qu'il y avait la passion qui devait t'animer. La formation, elle te venait peut-être de ton père qui, lui, était certainement un passionné, et donc il a pu te transmettre des choses. Mais comment on en vient à se dire, tiens, je vais vraiment ouvrir... T'avais quel âge, en 88, pour ouvrir une boutique ? J'ai 27 ans quand j'ouvre. Ok. Et t'avais quel parcours ? J'avais travaillé dans la banque, dans l'assurance, dans le compact disque à sa naissance, un peu dans l'immobilier. Touche à tout. Un peu. Et puis à un moment, je me dis finalement, ce serait cool d'ouvrir une boutique de montres qui ne soit pas la boutique de montres habituelle, qui ne soit pas donc horloger bijoutier. Ouais. Et puis, alors maintenant, je ne sais pas du tout comment ça marche. Je ne sais pas, quels sont les capitaux qu'il faut. Ouais. Je ne sais pas si on me donne la marque comme ça, salut les gars. C'est peut-être pour ça que j'ouvre rue Saint-Honoré, etc. C'est peut-être pour ça que tu t'es lancé. Donc je fais une impro totale. Je vais même d'ailleurs faire un tour en Suisse à l'époque, en allant voir les marques, sans avoir encore les locaux et sans savoir exactement où je vais m'installer dans Paris. Donc là, je ne suis pas crédible pour eux. Ouais. Maintenant, la crédibilité, elle est comme dans tous les métiers. C'est-à-dire que c'était pas où... Dites-nous où achetez votre boutique et puis vous nous direz où vous êtes. Et puis en fonction de ça, on verra si on vient avec vous ou pas. Mais c'est pas ça le critère. En fait, le critère, comme dans tous les métiers, c'est est-ce qu'il va payer ? Dans un métier où, contrairement à ce qu'on imagine, beaucoup de détaillants payent mal, voire se font tirer l'oreille souvent pour être payés. Donc, après avoir fait ce tour, je me dis, bon, effectivement, il faut commencer par savoir où se localiser. Et là, je suis un peu... comment dire ? Je suis un peu dans un flou artistique, parce que je regarde aussi bien des boutiques au coin de la rue, donc des boutiques de quartier, quoi, d'une certaine façon. Et puis, à un moment donné, je visite cette boutique rue Saint-Honoré, et je me dis non, en fait, c'est clairement là qu'il faut être. À l'époque, l'environnement n'est évidemment pas du tout le même qu'aujourd'hui. Ouais, ce que j'allais te demander, c'était quoi la rue Saint-Honoré à l'époque ? La rue Saint-Honoré, c'est un peu les mutations de la distribution qu'on a connues dans l'horlogerie. C'est-à-dire qu'il y a 35 ans,
Un pas de porte ici, ça vaut 300 000 €. Aujourd'hui, ça vaut entre 8 et 12 millions. Donc, il n'y a plus d'indépendants qui peuvent s'installer parce qu'entre-temps, tous les indépendants ont disparu au profit des marques. Les marques, pendant longtemps, que ce soit dans le vêtement, dans l'horlogerie ou dans bien d'autres domaines, considéraient que la vente, c'était vraiment la partie vulgaire du circuit. Donc, on va laisser faire des détaillants pour nous, ce qui est vraiment sale. Et c'est assez amusant de voir qu'aujourd'hui, on va dire en une vingtaine d'années, et on a participé avec ça, on y reviendra aussi avec la première boutique Audemars qu'on a ouvert, de finalement repasser la main aux marques. Et aujourd'hui, on est plutôt maintenant dans une rue Saint-Honoré qui ressemble au Monopoly mondial qu'on connaît. C'est-à-dire que à peu près les mêmes enseignes dans le monde entier, presque dans le même ordre, et il suffit qu'un tel se mette en face pour qu'un autre groupe fasse un bateau encore plus énorme en face, et etc., l'autre à etc. côté. Voilà. Donc aujourd'hui, on est un peu le dernier des Mohicans, en tout cas sur cet axe Saint-Honoré, c'est-à-dire entre la rue Royale et la rue de Castiglione, place Vendôme. Un peu comme une rue commerçante aurait les mêmes Zara, Foot Locker, H&M. Ouais. Voilà. Mais dans toutes les grandes villes, tu as une rue Saint-Honoré où tu as les mêmes enseignes on est entre Dior, Chanel, Vuitton, etc. Donc le panorama a totalement changé. Bon, maintenant, il est clair aussi qu'il y a 35 ans, la rue ressemblait à quelque chose d'un peu plus... Comment dire, désuet, je veux dire. C'était un faubourg parisien un peu. Ouais, on était sur. Enfin, je veux dire, il y avait des gens qui vendaient des vêtements en cuir d'une autre époque. Le voisin représentait déjà telle grande enseigne, mais il était le tiers entre la marque et son retail. Donc tout ça a énormément changé. Et ça. Moi, à ce moment-là, je dis, OK, on va se mettre rue Saint-Honoré parce que ça me semble être quand même beaucoup plus lax que d'être à peu près n'importe où dans Paris. Et je refais mon tour des marques. Je vais à la foire de Bâle, donc en 87, pour préparer le truc. Je n'étais pas né. Je retourne voir les maisons. Oui. Ah, bravo. Et je leur dis, voilà, j'ai une boutique, elle est au 271 rue Saint-Honoré, etc. Bon, donc là, je suis un peu plus crédible. Tout de suite, tu sens j'ai une adresse, OK, puis c'est pas... on n'est pas rue Pigalle, quoi, donc on est en équation, quoi. Et d'ailleurs, l'état du marché, c'était comment il n'y avait pas de marché. La foire de Bâle à l'époque. C'était autre chose. C'était beaucoup plus... Là, je pense que l'Asie devait pas être très représentée. D'une part, c'était beaucoup moins tonique. On était dans une approche assez tranquille, assez plan-plan. Je veux dire, grosso modo, d'ailleurs. Il faut se mettre dans l'idée qu'à l'époque, le marché numéro 1 mondial, c'est l'Italie. Ah ouais. On est loin de tout ça. Oui, c'est ce que j'allais dire. On est loin, là. La grosse claque du quartz, qui avait quand même, je pense... Oui, mais si tu veux, ça, c'est déjà derrière. Déjà un peu derrière. Hein, sauf qu'à l'époque, t'as des gens qui achètent des montres, mais t'as pas... t'as quelques pathologies comme celles qu'on connaît aujourd'hui, mais ils sont quand même assez peu nombreux. C'est plutôt des gens qui achètent une montre et qu'on verra plus. D'accord. Cela étant, il y a une offre. Alors, évidemment, de pas mal de marques institutionnelles, mais le marché numéro 1, c'est l'Italie, parce que même si c'est encore... si le tempérament italien va encore dans ce sens, il était beaucoup plus tonique sur cet axe-là à l'époque, c'est-à-dire que les Italiens étaient prêts à vendre toute leur famille pour acheter une voiture de course, une montre, des fringues, etc. Et c'était un marché absolument dément. Mais à cette foire de Bâle, je tombe sur Gérald Jantard, que je connaissais indirectement puisque mon père lui achetait des montres. Et Gérald m'emmène dîner avec sa femme Evelyne. Et il me dit mais Laurent, multimarque, pourquoi? si c'est Jantard, moi je suis d'abord, 1, le meilleur. 2, le seul à faire 300 nouveautés en toute petite série, voire à l'unité, et à proposer 300 nouveautés ou déclinaisons chaque année.
Je suis le seul à faire des pièces compliquées dans différentes formes, que ce soit des répétitions minutes, des quantièmes perpétuels. Un peu plus tardivement, il a fait des tourbillons, mais il était déjà sur ses projets de petites et grandes sonneries. Et dans toute sa superbe à la Gérald, il me dit, mais à part moi, je vois vraiment pas. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Pourquoi tu vas t'embarquer ? Et j'adore Gérald Jantin à l'époque. Je l'aime toujours. La marque et l'homme. Ouais, bon, sachant que l'homme est génial, mais en affaire extrêmement compliquée. C'est-à-dire qu'on se fâche tout de suite. Hein. Ah bon ? Ouais. Mais bon, il parle de lui à la troisième personne. Enfin, je veux dire, c'est un bonhomme assez particulier. Il se résume en étant le Picasso de la montre, etc., etc. Donc, mais c'est vrai que je suis quand même capté par sa proposition, avec deux handicaps de taille. C'est que c'est la marque la plus chère du marché à l'époque, et probablement la moins connue, avec une confidentialité souterraine qui m'intéresse parce que je trouve que ça représente les vraies valeurs du luxe. Mais ça va pas compliqué pour se lancer. Oui, compliqué. C'est clair. Tu prends des risques. De toute façon, c'est un métier de risque. Hein. Il n'y a pas d'histoire. Alors moi, j'adore jouer. Hein. Et je considère encore aujourd'hui, après toutes ces années, que c'est un vrai jeu. C'est-à-dire que tu paries sur ton œil et la fréquence de ce qui va intéresser tes clients avant même de leur montrer. Mais ça, on y reviendra aussi sur les séries spéciales, les pièces uniques, etc. Oui, mais parce que... Mais il ne faut pas perdre plus que 2 ou 3 fois sur 10. Sinon, on ne serait pas en train de faire un podcast. Mais parce que c'est ce que tu disais aussi, tu choisis les marques pas en fonction de leur notoriété et du boom qu'elles génèrent. Donc finalement, depuis le départ, finalement. Exactement. Tu as toujours suivi cette ligne directrice. Et en faisant Ginta, c'était finalement assez proche de ce qu'on a toujours fait. Donc on démarre, on fait 2 ans, on vend 40 montres dans l'année, on voit 1,2 personne par jour. Je passe des trimestres entiers sans vendre quoi que ce soit. Et toute ma famille, tout mon entourage, mes copains, etc. Ils disent, mais t'as fait le bon choix. Arrête, arrête. Sauf que d'abord je découvre plusieurs choses. Je découvre d'abord que constituer une clientèle, ça prend du temps. Contrairement à l'idée reçue de beaucoup de gens, on ouvre une boutique, on met les plus belles montres du monde dedans ou des trucs vraiment incroyables et puis c'est bon, c'est parti. Non, c'est pas vrai. Surtout quand on fait des objets chers, voire très chers. Il faut qu'on ait confiance en la personne. Et c'est encore un peu plus compliqué quand on a 27 ans. C'est-à-dire que le gars, il dit, bon, il a l'air gentil ce gars, mais est-ce qu'il sera encore là dans 2 ans ? Est-ce que tout ça c'est bien sérieux ? Ce qu'il me raconte, c'est la réalité, etc. Donc il a fallu quand même quelques années pour que mon discours, qui est assez cash, je fais pas de... Comment dire ? J'ai pas un langage corporate et ça se ressent de la part de mes clients, de par mes choix. Ils savent que si je prends, je pourrais faire éventuellement une erreur de bonne foi, mais ils ont confiance simplement parce que je l'ai pris, parce qu'ils savent que je ne vais pas me lancer dans une opportunité ou dans un compromis. Je ne veux pas être complice commercial d'un truc qui ne m'intéresse pas. Donc, Ginta, on fait 2 ans, on se fâche pas mal, mais on vend 40 montres, alors c'est bien, mais c'est pas assez. Et donc au bout de 2 années, je dis à Gérald, on va continuer, mais je vais devenir multimarque, parce que par la force des choses, je me rends bien compte que j'ai capté des clients extrêmement importants. Sur les 40 montres, il y a un client qui en a acheté au moins la moitié. Et du coup, ça veut dire que pour avoir discuté des heures avec ce client important de l'époque,
ils collectionnaient pas que, ou ils n'accumulaient pas que du Gérald Gentin. Donc, si je multiplie mon offre en termes de nombre de marques, en théorie, ça devrait multiplier notre business. Donc, je pars à la foire de Bâle en 91 et je reviens avec 15 marques. Là, c'est compliqué parce que je ne peux pas vraiment les financer. Mais bon, on s'en fout. Et je me retrouve donc avec beaucoup de marques institutionnelles, donc Breguet, Audemars, Vacheron, Gégère avant Richemont, IVC, etc., etc. Et puis des gars inconnus. Alors certains ont disparu depuis, presque tous d'ailleurs, je crois. Non, sauf un ou deux de l'Académie des indépendants, comme Sven Andersen par exemple. Et ce que j'imaginais se passe. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai plus de monde, parce que j'ai le fan de telle ou telle marque, etc. Mais le climat, ces années-là, sont pas des années encore extrêmement probantes en termes de marché horloger. C'est-à-dire que de 88 à 95, franchement, le marché, pour moi, il n'existe que très peu. Mais pourquoi ? Long, hein, Ouais, mais bon, il y a des choses qui prennent du temps. Mais au-delà de ça, il y a des choses qui peuvent fonctionner à un instant T, beaucoup moins bien ou beaucoup mieux en fonction de ce qui se passe, on va dire, en termes de tendance ou d'événements sur un secteur donné. 95, on commence à sentir un frémissement sur le sujet. C'est-à-dire que on commence à voir des articles de presse sur le sujet. Il n'y en a pas avant, ou très peu. On commence à voir des pages de communication qui commencent à arriver. Et un des personnages les plus détonnants pour servir la cause à l'époque, c'est déjà Jean-Claude Biver. Il lance Blancpain de toutes pièces. Et il prêche comme il sait le faire. Et d'un seul coup, on commence à voir des articles dans certains magazines grand public de 6 ou 8 pages sur Blancpain. Et qu'est-ce que c'est que ces gens dans les cabanes, dans des cabanes dans la montagne avec les vaches autour, qui fabriquent des montres à pas de prix. Et ils réinventent le marketing horloger en parlant donc des 6 pièces maîtresses de la complication. Il a le slogan dont on se souvient, Blancpain ne fait pas de montre à quartz et n'en fera jamais. 1735, date de fondation de Blancpain. Enfin, donc, il creuse un sillon vraiment assez magique qui fait que d'un seul coup, énormément de personnes qui ne s'intéressent pas à ce sujet se mettent à, comprendre qu'il y a des mondes de prix qu'ils ne soupçonnaient pas, avec la nécessité d'avoir des gens qui aient une maîtrise d'un métier très particulier pour faire des pièces compliquées avec des finitions incroyables. Et donc il y a une sorte de vision de ces métiers d'art, du côté œuvre d'art aussi, qui commence à frémir. Et on va dire ça, c'est vrai, entre 95 et 2000, et il est suivi par énormément de monde. Et le public se sensibilise à la chose, au milieu, au domaine. Ouais. Alors certains hurlent, en disant quoi, c'est pas possible, mais comme on le voit encore, hein, je veux dire, il y a 2 jours, sur une chaîne d'info continue, un journaliste était en émoi parce qu'il y a la vente aux enchères des trafiquants de drogue et de leurs biens saisis, et qu'une Rolex, ça fait 28 000 euros. Le même jour, il y avait une Rolex qui faisait 3,3 millions parce qu'elle était à l'ancien président Hemminger. Bon, bref. Mais c'est une découverte pour beaucoup de monde à ce moment-là, avec un choc. C'est-à-dire que j'ai des gens qui viennent me voir, des capitaines d'industrie ou des entrepreneurs, etc., et qui me disent, attendez, je ne connais pas du tout ça, mais j'ai lu des papiers, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui fait la valeur, qu'est-ce qui fait des valeurs aussi dingues pour des objets qui sont juste là pour nous donner l'heure. Alors, la réponse elle est assez simple, hein, c'est que on peut faire un cours d'horlogerie, mais l'idée c'est que si vous êtes venu chercher l'heure, quelque part vous n'êtes pas forcément au bon endroit. C'est-à-dire, on vend plus des montres, on vend autre chose. On vend une sorte de quête, une sorte de Graal, qui nécessite un background
C'est pour ça que j'utilise souvent le mot de pathologie, mais ça c'est vrai pour tous les sujets quand on est curieux. C'est-à-dire si on commence à s'intéresser à un sujet... C'est sans fin. C'est sans fin parce qu'il y a ce qu'on connaît tous, et puis il y a derrière. Il y a d'autres gens qui font aussi des fringues incroyables, ou des guitares, ou des voitures, ou des motos, Donc... Des univers de passionnés, finalement. Oui, pour les gens que ça intéresse. Après, on fait de mal à personne. Non, mais donc l'idée, c'est que c'est des années où vraiment l'eau commence à frémir, on sent qu'il se passe des choses. Et puis, il y a beaucoup de maisons à l'époque aussi qui commencent à comprendre que, même s'ils ne sont pas dans ce domaine d'activité, je parle des couturiers d'ailleurs, se disent, mais en fait, nous aussi, on devrait faire des montres. Parce que c'est un accessoire qui véhicule notre image et qui vient renforcer, même si on est déjà extrêmement connu, ce qui était le cas de Chanel, de dire, mais nous aussi, on va venir. Alors, les Suisses, toujours un peu hautains, disent, oui, qui viennent s'amuser. Sauf que la puissance de feu d'une marque comme Chanel à l'époque pèse bien plus lourd que pas mal de marques horlogères. Et puis, en très peu de temps, ils s'aperçoivent, les horlogers suisses, qu'ils ont perdu un paquet de parts de marché sur la montre féminine, par exemple. Donc, tout le monde, il y a une sorte de... Sur la fin des années 90, il y a une sorte d'Eldorado où tout le monde vient pour faire des montres. Et début 2000, ça explose. Ça explose avec des progressions pour tout le monde, où tout le monde se prend d'ailleurs pour un cadre. C'est-à-dire que ce soit les marques, les détaillants, tout explose. C'est l'âge d'or de l'horlogerie. C'est l'âge d'or du business horloger. C'est la bulle horlogère qui commence. Ce qui ne veut pas dire que c'est l'âge d'or, parce qu'il y a énormément d'opportunistes qui arrivent aussi à ce moment-là. Donc on assiste aussi à des Frankenstein, c'est-à-dire d'un seul coup, il y a des gens qui font des montres qui sont hideuses, mais qui se vendent quand même. Ou qui sont impropres techniquement, mais qui se vendent quand même. C'est pas grave. À l'époque... Oui, mais il y a un bouillonnement, justement. Alors là, en 2000, là, ça bouillonne, la casserole, elle déborde, quoi. C'est un truc... L'horlogerie est sortie de la porte et se révèle au grand jour, en fait. Et quand on prend d'ailleurs des magazines des années 2000, et si on regarde les magazines les mêmes 20 ou 25 ans avant, on voit bien que la pression de communication, elle est là. C'est-à-dire qu'avant, il y avait 1 ou 2 pages de temps en temps, et là, il y a 15 pages. Donc, on rentre dans quelque chose d'assez différent. Et moi, à ce moment-là, j'ai envie de dire que ça fait déjà 12 ans que je suis dans le métier, où j'ai commencé à prendre des gens complètement inconnus. Et début 2000, j'en prends encore plus. Parce qu'il y a des talents qui à ce moment-là se révèlent, qui semblent se révéler en tout cas sur le papier, et même à l'établi, où je vois des gens comme Urver qui viennent me voir en me disant, voilà, on n'a pas d'argent, mais voilà ce qu'on a fait jusqu'ici, mais là on voudrait passer un cap, et on voudrait aller plus loin. Ok, c'est fantastique. On fait quoi? Vous voulez quoi? Un actionnaire, une souscription, un prêt, de l'aide, je sais pas. Ou une souscription, ce serait bien. Et si vous étiez quelques détaillants à nous avancer l'argent. C'est quoi une souscription? Le type, il te dit, voilà, je n'ai pas d'argent. Voilà le projet qu'on veut monter. Toi, tu fais ta commande, tu payes d'avance. Ah, d'accord, ok. Le type disparaît pendant un certain temps. Là, en l'occurrence, sur Urver, c'était 2 ans. Et puis, au bout de 2 ans, ils reviennent en disant, voilà. Avec ses montres. C'est fait. Mais ils te disent, c'est fait, comme si c'est bon. C'est fini. Ah non, c'est pas fini, mec. Ça vient de commencer. Voilà, si tu as soulevé une montagne pour faire les 25 ou les 50 premières montres, c'est maintenant qu'il va falloir en soulever des bien plus lourdes. Toujours ce que je dis à ceux qui lancent des projets, c'est qu'on lance le projet, on le crée, on le mature, on le fait un petit à la cuisine, quoi. Puis le jour où on lance le projet, les gens pensent que c'est fini, quoi. Ça y est, c'est parti. Non, en fait, c'est exactement ça. Elle est juste au moment où tu lances. À tel point d'ailleurs que ils me disent, mais non, parce que là, tout le monde va devenir dingue. Je pense que si on fait une bonne année la première année, on va vendre 2 montres. Arrête de dire n'importe quoi. Et on vend 2 montres la première année. Mais alors, tu as fait confiance à la base sur cette souscription. C'était un coup de cœur humain. Tu croyais évidemment dans le projet, mais
Non, je crois dans le projet. Bon, enfin, il faut que ce soit humain aussi. Encore une fois, c'est un peu ce que je te disais quand tu as des clients ou quand toi, tu as un coup de cœur. Il faut aussi que tu aies confiance dans l'humain que tu as en face de toi. Tu ne vas pas aller signer avec un bandit, même si le projet te rend dingue et travaille la nuit. Donc, c'est quand même un grand nombre de paramètres qui doivent être réunis. Et parce que tu trouves que c'est complètement différent de ce qui se faisait, donc tu dis j'y vais. Je trouve l'objet magnifique, j'ai envie qu'il existe. J'ai envie de l'acheter pour moi déjà, ce qui est bon signe. Et ça, c'est un de tes critères à chaque fois ? Assez souvent. Assez souvent. Après, j'ai pas un goût universel, même si, de l'avis de certains, j'ai plutôt tendance à devancer ce qui va fonctionner. Mais c'est aussi parce qu'on a une clientèle de trendsetters. C'est-à-dire, les marques qui ont fait leur temps, moi, mes clients, il y a longtemps qu'ils ont arrêté d'en acheter. Par contre, le truc de demain, ils sont déjà dessus. Après, ce qui compte, c'est que le truc dure. C'est que la marque, elle dure. Urver qui est encore là aujourd'hui, on vend bien plus que 2 montres maintenant par année. Mais donc, il y a eu toute cette période qui a été... Exemple, Richard Mille, à l'époque, vient me voir, il travaille encore chez Mauboussin, il vient me voir et me dit, bon, voilà, je vais monter ma marque, je veux être radical, je veux qu'on fasse vraiment the best of the best en matière de mouvement et qu'on ne se retienne pas pour des histoires de prix marché. Ok, Richard ? Bon, je le connais peu à l'époque, parce que Mauboussin, c'est pas un sujet pour moi. Et du coup, on se met à travailler dans cette cave, sauf que les 2 heures par semaine deviennent 40 heures. Donc à un moment, je dis, écoute, bien sûr je vais faire la marque, ça va être le laboratoire, on va voir ce qui se passe. Mais je ne peux pas passer tout mon temps avec toi, parce que j'ai par ailleurs non plus 15 marques, mais j'en ai 25 à l'époque. Bon, ok, t'es actionnaire. D'accord. Bon, ok. Et on travaille cette référence. Et en fait, cette référence, les RM001, donc on démarre par un tourbillon, on fait les malins, parce que ça, tout le monde sait faire, le malin. On fait les malins avec Renaud et Papy à l'époque, avec Fabrice Deschanel et Giulio Papy. On dit, non, mais nous, on veut un couvercle de barillet, nervuré, avec du titane comme ça, des vis spécifiques. La platine, on veut qu'elle soit métallisée noire. On veut tout, quoi. Voilà, total. Et à chaque fois, ils disent, ok les mecs, mais ça va coûter un saladier. Et nous, on dit, on s'en fout. Parce qu'on fait les malins. Et le jour où les prix tombent, on sait qu'on va être sur une pièce. Alors aujourd'hui, ça peut paraître un gros décalage par rapport à ce qui est devenu la marque Richard Mille. Mais pour une marque sans histoire qui déboule sur le marché à l'époque, on arrive à un prix de 176 000 €. Premier prix. Et là, Richard, il a le trac. Il dit, ouais, mais alors, si on revenait en arrière... Je dis, attends, si c'est pour faire un truc de compromis, si tu veux revenir en arrière, c'est combien ? Tu veux revenir en arrière de 20 000, de 50 000 ou quoi ? L'objet, il est dingue. Oui, puis c'est justement ce qu'il voulait faire. Un truc complètement... Ouais, mais d'un seul coup, c'est lui qui a le doute. Et c'est le minoritaire qui dit non, faut y aller. Donc, il part réfléchir 3 jours. Finalement... Et puis moi, je lui dis, mais qu'est-ce qu'on a à perdre ? Je veux dire, on ne sait pas. Je veux dire, on est en train quand même d'improviser un truc dans une cave. Bon, j'arrête là sur le sujet, mais aujourd'hui, bon, il a passé le milliard, il fait 5000 montres. La même montre de l'époque, ça vaut un équivalent, vaut grosso modo 800 000 €. Très bien. Tout va bien. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que ce phénomène-là qui a marché relativement vite, bon, pas en 5 minutes, mais enfin la première année, nous on vend quand même 6 tourbillons RM001 ici, avec Richard qui jette les montres par terre pour montrer à quel point elles sont solides. Enfin, bon. Mais ça ouvre la confiance d'un certain nombre de gens. C'est-à-dire qu'on fasse juste un épisode sur Richard Mille, ce serait tellement drôle. Je lui parle plus beaucoup. Non. Mais bon. D'accord. Toujours est-il que des gens comme Urver, à l'époque, qui eux sont horlogers. Alors parfois, d'ailleurs, on se rendra compte, mais ça c'est encore tout un autre sujet, on se rendra compte que ceux qui sont horlogers, parfois c'est un peu plus compliqué pour eux que ceux qui ne le sont pas pour monter une marque. Parce que, je veux dire, Max Busser n'est pas horloger.
C'est le problème de l'artiste, en fait. C'est le problème de l'artiste et de la compétence singulière qu'ils peuvent avoir à l'établi, mais qu'ils ne vont pas forcément avoir pour être sur les réseaux sociaux, pour communiquer, pour parler d'argent, pour tout le reste. Pour faire savoir. Après, il y a des gens qui sont complets. Max, par exemple. C'est extrêmement rare. Donc, mais d'un seul coup, des gens comme Urwerk, pur horloger, ils se disent vous avez vu le gars ? Nous, on a des trucs qui... Alors, pas pour faire la même chose, mais... Donc, ils prennent confiance d'avancer et de dire, allez, on y va. Et c'est vrai pour toute une génération d'horlogers qui ont 20 ans d'âge aujourd'hui, ou 15 ou 10, qui à un moment se sont dit, et pourquoi pas ? Sauf que la bulle horlogère, elle a duré un certain temps. Comme toutes les bulles. C'est-à-dire qu'en fait, 2000... Alors, certains disent que ça s'est arrêté en 2008 par rapport à la crise. Ouais. C'est pas tout à fait vrai. Moi, je considère que ça a continué jusqu'en 2015. Ensuite, on a eu un trou d'air. Il y a une responsabilité d'Apple parce que malgré tout, même si on ne parle pas de montre, ils ont volé le poignet de beaucoup de clients. Parce que d'un seul coup, on n'est plus dans un statut attaquable. C'est un générique. Donc... autant avant, on pouvait dire, tu as une montre, alors pas de 10 000, parce que ça nous ramène au sujet d'avant, mais non, ta montre, c'est pas à la hauteur de ton environnement, ce que tu fais. Enfin, c'est quoi ça ? Mais les gens qui aimaient vraiment les montres, ils ont abandonné les montres pour une Apple Watch. Alors, certains, oui. J'allais dire, il y a deux catégories. Il y a ceux qui l'ont abandonné parce que le trend s'est transformé. Mais d'autres qui sont venus à prendre une Apple Watch plutôt qu'un tourbillon, parce que d'un seul coup, ils disent « Ouais, mais moi, j'ai besoin d'être connecté. J'ai besoin d'avoir... » Alors, après, on a tous les besoins qu'on se crée nous-mêmes, hein, mais je veux dire, j'ai beaucoup de clients qui sont passés vraiment de l'autre côté en disant « J'ai passé 20 ans à acheter des montres qui ne servent à rien, parce qu'en réalité, ça ne sert à rien. C'est juste un grand plaisir. La fonction... » Je veux dire, que ce soit un astrolabe, une phase de lune, un tourbillon, une répétition minute, c'est pour la beauté du geste, mais pas de la fonction. Et donc, il y a des gars qui, d'un seul coup, ont dit non, mais moi, j'ai besoin d'une Apple Watch ou d'une montre connectée parce que j'ai besoin de recevoir mes messages, parce que j'ai besoin de parler, parce que j'ai besoin d'avoir le radar qui s'affiche sur ma montre quand je passe en bagnole. Enfin bon, toutes sortes de choses importantes pour les uns, pas importantes pour les autres, mais où j'ai vraiment vu des gens qui achetaient des montres à des centaines de milliers d'euros qui, d'un seul coup, sont passés complètement à autre chose. Alors, on peut imaginer, quand on discute avec soit des gens de chez Apple, soit des gens de Microsoft, parce que moi, la question que je leur ai posée, c'était de dire, OK, mais vous nous rendez le poignet quand ? Quand est-ce que vous allez passer à un stade hors poignet ? Donc on y a cru avec les Google Glass, mais ça n'a pas joué. Mais ça prendra très longtemps. De la même façon que la montre de poignet, ça a mis longtemps aussi à venir, mais c'est resté, on va dire, pour l'instant, une centaine d'années, grosso modo. Donc il y a quand même des gens qui sont partis. 2015, ensuite on rentre dans les années Covid. Donc, ils viennent complexifier quand même pas mal le sujet. Entre-temps, ce qu'il faut dire aussi, c'est que moi, quand je commence, il n'y a pas Internet. Ça peut paraître médiéval, mais c'est quand même une réalité. Bon, après, Internet sur ma montre, ça a été très, très tardif, quoi. On est plutôt sur un bon gros 2010 et encore, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux, moi, quand je commence, j'ai un fax, quoi. Oui. Un téléphone. Ouais. Mais si tu veux... Je fais de la pub tradi, print, à droite, à gauche. C'est une autre histoire. Et là, là maintenant, tu as un site et tu vends en ligne ? Je vends en ligne sans avoir de site e-commerce. Okay, en fait, on a toujours vendu en ligne sans avoir de site e-commerce. Et puis Instagram est devenu un vecteur de vente énorme. Mais nous, il y a beaucoup de... Si tu veux, on n'est pas dans le click buy. Ah ouais, c'est dispo, j'ai vu le prix, machin, etc. Est-ce que vous pouvez faire un envoi sur Tokyo ? Ouais, pas de problème. On reçoit là, on a vendu 4 pièces qui sont parties dans 4 coins du monde sur des valeurs importantes. Donc ça a changé quand même la vitrine mondiale. Avant, je recevais des fax dans les années 90 de mecs qui disaient « On m'a dit que
il semblerait que, alors par rapport à ce que je recherche, ça et ça, et moi je répondais, oui, non seulement j'ai tout ça, mais en plus par rapport à la typologie de pièces qui vous intéresse, je vous invite à venir. Je peux vous proposer ça également. Pour vous montrer également ça et ça que vous connaissez pas. Ouais, j'arrive dès que je suis en Europe. Ok, super. Alors c'est 85% de clients étrangers, mais ça c'est pas propre à nous, c'est vrai pour la plupart des gens qui vendent du luxe au centre de Paris. Mais le Covid a été quand même une zone expérimentale, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, notamment avec Max Busser et Moser, qu'en faisant une série limitée de 2 fois 75 pièces, Moser interprété par Max et Max interprété par Moser, qu'en plein lockdown, en 3 jours, il n'y avait plus de montres. Ouais. Boum. Ce qui était assez gonflé de la part des deux, mais ils sont assez gonflés en général. Et puis, la sortie du Covid, elle a été un peu bizarre. Et il y a eu un rebond l'année dernière. 2022. Ouais, tout le monde. Ça y est, c'est la bulle qui recommence et tout. Keep cool. Mais toujours est-il que les modifications, moi ayant travaillé avec tous ces indépendants, puisque sur 32 marques aujourd'hui et demain 34, je dois avoir 28 marques d'indépendants qui n'ont pas tous le même succès, mais pour les leaders avec lesquels je travaille depuis très longtemps, autant ils ont pu galérer les uns par rapport aux autres pendant des années. Aujourd'hui, la lumière est sur eux et ça fait plaisir de voir que les choix de l'époque, finalement, sur la longueur, se révèlent être les bons choix. Tu penses que c'est la valeur d'un bon détaillant de savoir identifier ces marques-là ? Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Si tu veux, le type qui prend, le top 10 des marques qui font le plus de chiffre d'affaires dans le monde depuis toujours d'ailleurs. C'est simplement les classements qui changent ou de temps en temps un nouvel entrant. Ce qui est rare, mais il y en a. S'il prend ce top 10, s'il arrive à obtenir, parce que finalement, ce dont on n'a pas vraiment parlé, c'est que, même si on l'a un peu évoqué, c'est que tu vas pas avoir une marque en disant je veux la marque et ils te la donnent. Oui, surtout qu'aujourd'hui, il y a pas mal de marche arrière de certaines marques. Aujourd'hui, ils ont tous leur boutique de marque, ce qui n'était pas le cas quand on a fait, nous, les premières expériences en ouvrant la première boutique Audemars en 97, mitoyenne de la nôtre, communicante, parce que je digresse encore, mais une boutique monomarque, la difficulté, à mes yeux, je ne dis pas que j'ai la vérité, mais la difficulté, c'est que on tombe toujours sur des gens de parti pris. Notre marque, c'est la meilleure, le reste, c'est pas intéressant, pour être poli. Donc, quand Audemars Piguet, à l'époque, François Benamias et Steve Urquhart viennent me voir en me disant, voilà, on aimerait ouvrir une boutique et on aimerait le faire en France et avec toi, j'ai dit ok, je le fais si je peux avoir la boutique d'à côté. Parce que je ne veux pas que le type il rentre chez Audemars pour lui vendre une Audemars. Parce qu'à un moment donné, si j'ai un discours cash et sincère, à un moment, s'il hésite, je vais lui demander avec quoi il hésite. Et s'il hésite avec une marque que j'ai à côté, je vais aller lui chercher. Ça veut dire que quelqu'un qui rentrera dans la boutique Audemars partira peut-être avec une autre marque au poignet et par l'autre porte. Mais l'inverse est vrai aussi. Ils ont pigé. On a fait ça. 97, 2007. 2007, Audemars s'en va, ouvre sa propre boutique en face. À quelques mètres. Oui, mais ça, c'est le jeu dans la distribution horlogère et pas que. Non, mais attends, d'ailleurs, t'as eu de la chance, il y avait le local disponible juste à côté. Je vais pas trop épiloguer là-dessus, mais j'ai pas eu de chance parce qu'il venait d'être vendu. C'est-à-dire les gens étaient là depuis 25 ans, ils voulaient vendre, et au moment où le truc se fait, ils viennent de signer la veille à un type qui vend du textile. J'appelle le mec, je lui dis bon écoutez, vous avez un coup à jouer, j'ai besoin de cette boutique. Il me dit mais vous êtes qui? Je lui dis je suis le voisin. Il dit vous foutez de ma gueule, ils sont à vendre depuis 25 ans vos voisins. Je lui dis vous avez une chance énorme, vous pouvez m'emmener tout en haut du cocotier. Quoi que vous disiez, je la rachète. Donc je rachète le double. Et le mec il me dit ok. Génial. Et le mec me dit ok. Le mec devait être refait. Il était à Gardanne
en province et il me dit, vous venez à Gardanne. J'ai dit, non, à ce prix-là, vous venez à Paris. Pas déconner. Donc, toujours est-il, on fait ça. 2007, Audemars s'en va. Et je dis, OK, si Audemars s'en va, bon, on conserve Audemars, on discute un peu. Mais on remplace par qui ? À l'époque, Jean-Claude Biverhagen. Il vient d'arriver chez Hublot. On se voit ici. Il m'explique ce que va être Hublot pendant les 10 ans à venir. J'ai les documents de l'époque, c'est troublant. En 10 minutes, il me montre les 10 ans à venir, ce qu'il va faire. Et quand on ressort les papiers, on s'aperçoit que non seulement il a fait tout ça, mais il l'a fait en 5 ans. On deal la boutique en 10 minutes. Et on ouvre donc Hublot de 2007 à 2022. 2022, alors quand on est tout seul à l'époque, c'est une chose. On joue la même carte qu'avec AP. Ça ne m'empêche pas de présenter une montre d'une autre marque dans la boutique Hublot et vice-versa. Et entre-temps, ils ont ouvert 160 boutiques. Ils ont 400 détaillants. Et je dis, bon, là, on ne se retrouve plus tout à fait dans la confidentialité qui m'intéresse. Et Max, pendant le confinement de novembre 21, je crois, me montre les nouveautés en Zoom comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et il me dit, et par ailleurs, pour MBNF, finalement, on n'a jamais réfléchi à un concept de merchandising. On a peint en blanc à Genève, la Mat Galerie, et on a mis des objets, aussi exceptionnels soient-ils dedans, aussi exceptionnels soient les montres aussi, mais le concept, il s'arrête là. Et Michael T. de Hourglass Singapour, chaque fois que Max lui disait « Quand est-ce que tu ouvres une Mat Galerie ?» La politesse asiatique aidant, il lui disait « Je n'ouvrirai pas ». Et en insistant, parce que Max connaît quand même bien Michael depuis longtemps, en le poussant un peu dans ses retranchements, Michael a fini par répondre « Je n'ouvrirai pas parce que c'est moche. Il n'y a pas de concept. Il n'y a pas de merchandising. C'est dégueulasse. Tous les objets sont géniaux, mais foutre ça dans une pièce blanche en disant que c'est une galerie d'art, excuse-moi, je ne suis pas d'accord. » Et comme Max est loin d'être bête, il est évidemment un peu vexé, mais au bout de 5 minutes, il dit il a raison. On n'a jamais réfléchi plus loin qu'un coup de peinture. Donc il prend des agences de design, il tombe sur une petite agence qui briefe, il donne son cahier des charges, etc. Et en 2 ans, il fait un truc exceptionnel, c'est-à-dire qu'il fabrique ses propres meubles. C'est une boutique sans vitrine. Il n'y a que ce qu'on appelle des pods qui ont été faits artisanalement, où les mecs, ils en cassent autant qu'ils en fabriquent. Des éléments visuels très forts, des œuvres d'artistes dont il est curateur, comme à la Mat Galerie. Et quand je vois le concept en 3D sur le Zoom, il me dit « Qu'est-ce que tu penses des nouveautés et du concept ?» Je lui dis « Je pense que j'ouvre. » Mais dans la seconde. Et il me dit « Mais attends, c'est pas prévu. » Je lui dis « Attends, quand on a fait la marque il y a 18 ans, d'abord tu m'as dit c'est pas prévu, déjà. Ensuite, on a fait comme avec Urwerk, on t'a aidé, avec quelques autres détaillants. Donc, je comprends pas. Il faut qu'on le fasse. Il me dit, bon, t'es le premier que j'appelle, je vais appeler les autres. Il appelle les 4 mousquetaires de l'époque, c'est-à-dire Michael T. de Hourglass, John Simonian, Westheim, et Sediki. Et les mecs, ils disent, on ouvre. Donc il me rappelle, il me dit, bon, je crois qu'on va être obligé d'ouvrir. Donc, et là, on revient plus dans notre cœur de cible, c'est-à-dire avec Max, qui pour moi est un des meilleurs. 20 calibres en 18 ans, ça peut donner la honte à pas mal de groupes de taille qui font 100 fois sa taille ou 10 fois sa taille. Oui. Je parle même pas des marques de luxe qui dorment dans certains groupes où on a juste envie de se taper la tête dans les murs. Donc c'est fantastique. Et c'est superbe parce que d'abord on sait que les idées dans le pipe, il y en a des tonnes, et que la rigueur, la loyauté, l'intelligence de Max, elle est suffisamment rare pour avoir qu'une envie, c'est d'acheter ses montres et de vendre ses montres par ailleurs. Donc
Et là, maintenant, on est dans une zone, je dirais, pour revenir au business, on est dans une zone, donc après un an de rebond très fort, on est dans une zone un peu bizarre, où finalement, même si c'est pas mon... Comment dire ? Même si c'est pas mon équation habituelle, on se rend compte, parce que ça a quand même une importance, parce qu'une marque, c'est une vision pour chacun d'entre nous, qui peut être la dernière des marques nulles pour l'un et le top pour l'autre, qu'aujourd'hui, le marché, il va impacter certaines marques et d'autres beaucoup moins, voire pas du tout. Mais c'est l'ensemble de leur action. C'est pas que les montres qu'ils fabriquent, les challenges qu'ils se donnent, les nouveautés, etc. C'est aussi la façon dont ils ont volonté de traiter leurs clients, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Il y a des marques aujourd'hui où apparaître une victime pour se faire maltraiter de A à Z dans des boutiques qui n'ont plus de montres d'ailleurs, et où on te passe un iPad que tu peux consulter chez toi. Tu n'as pas besoin d'aller te faire engueuler pour le lire avec le gars qui te maltraite. Donc c'est maintenant presque un ensemble où ils rejoignent un peu des préceptes de philosophie un peu complète. Et sur ça, tu penses que ça peut être dommageable pour une marque, ce que tu viens de dire ? Ah ben, moi, j'ai beaucoup de marques qui se sont éloignées de pas mal de maisons, dont certaines que j'ai citées jusqu'ici, et qui disent c'est bon quoi, je vais pas aller me prosterner. C'est quand la marque devient trop forte. Trop forte, ou qu'elle gère de façon hautaine, mal à propos. Bon, maintenant, il n'y a pas que dans l'horlogerie, hein, ça existe dans d'autres domaines. L'automobile. Sauf qu'à un moment donné, tellement de choses, je veux dire, tu t'es pas... Comment dire ? Parce que on a tous notre point de rupture là-dessus. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de marques qui... Alors, c'est peut-être candide de dire ça, mais qui le subissent en partie. Du fait justement d'une espèce d'accélération des achats. Non, mais le subir par rapport à une demande, qui n'est pas, si tu veux, assumable en termes de production. Ouais. Ça, c'est une chose. Mais c'est pas pour autant que tu dois dire à un client, bah écoutez, je vais vous vendre 2 autres trucs dont vous n'avez pas besoin, qui valent bien plus cher, mais ça vous donne déjà des médailles de sûreté pour le futur, ou le jour où éventuellement cette pièce sera disponible, c'est vous que j'appellerai en premier. Ça va, c'est bon. Mais il y a un moment, il faut comprendre aussi, le business a ses limites et le client doit maintenant, aussi... tu as des tas de gens qui marchent dans la combine, hein, qui disent OK. Bien sûr. Puis tu en as d'autres qui se lèvent et qui disent bah écoutez, c'est bon, hein. C'est pas les marques de montres qui manquent. Donc, de la pénurie, on en a dans des marques qu'on propose aujourd'hui, même d'indépendants. Je veux dire, Moser, ils sont... moi, il y a des références, il me faudrait 25 pièces. Si j'en ai 3 cette année, on sera au max. Mais je peux expliquer à mes clients de façon beaucoup plus posée, sans leur mettre le couteau sous la gorge, que voilà le nombre de personnes qu'on a sur le truc. Et que, de façon réaliste, je ne vais pas pouvoir les rappeler avant 3 ou 4 ans si Moser ne monte pas sa prod. Parce qu'ils sont tous en train d'essayer de faire, mais on n'appuie pas sur un bouton pour multiplier une prod par 2. Donc, mais je peux aussi être conseil, parce que c'est mon boulot aussi d'être conseil, de dire, voilà, sur la référence que vous voulez, il y a une autre référence où il y a sensiblement moins de monde, mais pas pour des mauvaises raisons. Peut-être je vous mets sur les 2 listes, parce que celle-ci, je vais peut-être vous rappeler dans 6 mois. Et puis, ensuite, vous jugerez au poignet et aux explications qu'on vous donnera sur cette pièce, etc., si c'est cool ou pas. Mais c'est pas prenez rendez-vous. C'est pas revenez dans 20 ans. C'est pas ça se mérite. Si vous avez un jour la chance, peut-être que ça viendra. Voilà, bon, après, moi, c'est ce qui m'avait un peu choqué chez Patek, Place Vendôme, où tu peux même pas mettre un pied dans la boutique. Il n'y a pas que chez eux. Non, il n'y a pas que chez eux, mais je pense qu'Audemars, ça va être pareil. Mais en tout cas, tu as le petit écriteau devant, et c'est vrai que c'est quelque chose où qui, moi, je trouve ça un peu déceptif, et même pour un touriste qui vient passer, parce que s'il reste une semaine la politique dans Paris, aujourd'hui sur un certain nombre de maisons comme celle-ci, c'est « Mais vous êtes de Zurich, allez à Zurich. » Ouais, c'est ça. Mais à Zurich, j'ai été, il n'y a rien. Oui, mais à Paris non plus. Ouais. Mais, donc, à un moment donné, est-il vraiment utile d'avoir une boutique où je refuse aux personnes de rentrer ? Je pense que oui. Je pense qu'à un moment, il faut fermer.
Vous venez d'écouter la première partie de cet épisode avec Laurent Picciotto. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2.